Bonjour, dans ce chapitre, nous allons voir les caractéristiques des ondes. Les exemples qui vont être traités pour illustrer ces caractéristiques seront des ondes mécaniques, mais tout ce que l'on va voir par la suite pourra aussi s'appliquer aux ondes électromagnétiques. On appelle onde mécanique progressive le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Une onde peut être à une dimension, comme cette corde, comme ce ressort, à deux dimensions, comme une onde qui est formée sur l'eau, et en trois dimensions, donc on ne va pas le voir, comme les ondes sonores. Si la perturbation, comme ici, est perpendiculaire à la direction de propagation, l'onde est dite transversale. Si la perturbation est parallèle à la direction de propagation, l'onde est dite longitudinale. On peut voir aussi que les ondes se forment à la surface de l'eau sont-elles transversales. La notion de retard. Une perturbation passe d'abord par le point rouge, ensuite par le point vert. Donc la perturbation accuse un retard au point vert par rapport au point rouge. Ce retard peut se mesurer sur une représentation graphique de la perturbation au cours du temps. On peut du coup utiliser les notions de distance, de vitesse et de temps et retrouver la formule classique, V égale à D sur T. Voilà ce qu'on retrouve au niveau définition. La perturbation passe d'abord au point M et ensuite au point M'. Elle arrive autant T au point M, autant T' au point M'. Le retard, c'est donc taux égale T' moins T. Ce retard se calcule sous la forme suivante. C'est la distance parcourue par la perturbation entre les points M et M' divisée par la vitesse de cette onde. On a vu pour l'instant la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si cette perturbation se répète? C'est ce qu'on va obtenir ici. Donc la perturbation est envoyée périodiquement et on peut voir apparaître le long de la corde une onde progressive. Alors qu'est-ce qu'une onde progressive? Une onde progressive est dite périodique lorsque la perturbation se reproduit identique à elle-même à intervalles de temps égaux, appelée la période temporelle T. Donc si on regarde l'amplitude d'un point de la corde au cours du temps, ce point va monter, il va descendre et ainsi de suite. On voit donc apparaître sur ce graphique une courbe correspondant à une sinusoïde. Donc là, on a une onde progressive dite sinusoïdale, dont l'expression mathématique se retrouve ici. Donc y égale à y max. Y max, c'est l'amplitude maximale de l'onde, fois cosinus de pi fois t sur grand T. Donc grand T, la période, plus phi. Alors phi, c'est la phase à l'origine. La valeur de phi dépend de la valeur de y à l'instant 0. Si à l'instant 0, y est égal à y max, la valeur de phi sera égale à 0. Donc sur une représentation graphique, on pourra repérer la durée du motif élémentaire. Cette durée, c'est la période t. Alors, si on fait cette mesure sur papier, on va essayer de mesurer plusieurs périodes grâce à plusieurs motifs et en utilisant l'échelle proposée sur le graphique. Si on fait ça sur la TIS Pro, n'oubliez pas qu'il existe l'outil réticule.
La nouvelle notion dans ce chapitre, c'est la notion de longueur d'onde. Regardons ce schéma. On a une onde transversale sur l'eau. On peut remarquer donc plusieurs maximums pour les vagues observées ici. Le point rouge et le point vert sont en haut d'une vague. Si on fait avancer cette perturbation, on peut voir que ce point rouge et ce point vert oscillent de la même façon, c'est-à-dire que lorsque l'un des deux est au maximum, l'autre aussi, et lorsque l'un des deux est au minimum, l'autre aussi. On dit que ces deux points vibrent en phase. Alors, tous les points qui se situent aussi au maximum de l'onde en même temps que le point rouge et le point vert sont aussi des points qui sont en phase avec ces deux points-là. Si on regarde maintenant la position de ces deux points, cette fois-ci au cours du temps, on verra que les deux représentations pour le point rouge et le point vert se superposent. Ce sera à chaque fois le cas pour deux points qui sont en phase. Un détail près, c'est que parfois on verra que l'amplitude ne sera pas toujours la même. Essayons maintenant de comprendre le lien entre la longueur d'onde et la période. Alors ici, quand on regarde le schéma, on a une période d'oscillation de 0,60 secondes. Et on va regarder en combien de temps ce maximum, ce pic ici, passe du point rouge au point vert. Donc on va remettre en route la progression de l'onde et arrêter donc lorsque ce maximum sera sur le point vert. C'est presque réussi, hein. On voit que T0 vaut 0,60, que le temps qui s'est écoulé c'est 2,40 et 4 fois 0,60 ça fait 2,40. Quand on regarde sur le schéma, on voit que le point rouge et le point vert sont séparés de 4 longueurs d'onde. Donc pour 4 longueurs d'onde, pour lesquelles l'onde a avancé, il s'est écoulé un temps de 4 périodes. Donc par définition, la longueur d'onde lambda est égale à la distance dont le phénomène a avancé pendant une période t. L'autre définition que l'on peut apporter, on la voit tout de suite sur ce schéma, la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux points consécutifs en phase. Et deux points en phase, quels qu'ils soient, sont séparés par un nombre entier de longueurs d'onde. Autre exemple, pour essayer de bien comprendre cette notion, là vous avez donc des ondes circulaires sur l'eau, on a encore un point rouge, un point vert, donc qui sont pour l'instant superposés, donc obligatoirement ils vibrent de la même façon. On peut apercevoir les rides sur l'eau avec les maximums bien clairs, les minimums donc noirs. Alors si je me déplace pour un des points sur un creux, là ce serait au la vague, là un creux, on voit que le retard du point vert par rapport au point rouge sera une demi-période. On peut dire que ces deux points vibrent en opposition de phase. Lorsque l'un est au maximum, l'autre est au minimum, et vice-versa. Maintenant, si je continue à déplacer ce point vert sur le maximum suivant,
On retrouve sur ce graphique en fonction du temps que les deux points vibrent de la même façon, en même temps. Lorsqu'un point est en haut, l'autre aussi, et lorsqu'un point est en bas, l'autre aussi. Ces deux points sont donc séparés par une longueur d'onde. Donc là, la longueur d'onde sur cette photo, ou si on mettait donc un axe ici, on aurait une distance, on retrouve pour cette distance-là une longueur d'onde. Et là, donc, on a encore des points qui vibrent en phase. Alors, il suffit de regarder sur le schéma qui est ici. Voilà. Donc ces deux points sont séparés par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 longueurs d'onde. Alors si vous avez à mesurer une longueur d'onde sur ce type de schéma, pour la précision, vous avez intérêt donc à en mesurer plusieurs longueurs d'onde et de vous aider de l'échelle du schéma pour retrouver la valeur réelle. Autre exemple, c'est l'expérience qu'on a faite en TP, c'est-à-dire qu'on envoie du son qui va être reçu par du micro. Alors en TP c'était les ultrasons, mais c'est le même principe. Les deux micros étant la même distance du haut-parleur, ils reçoivent le son au même instant. Maintenant, si on recule le micro 2, donc on voit apparaître en rouge cette notion de retard. Donc le son arrive en retard au micro 2. Donc on recule ce micro. L'amplitude reçue baisse parce que le micro est plus éloigné. Le retard augmente. Mais à force de reculer, il se passe quoi? Les maximums vont de nouveau coïncider. Ça veut dire ici que l'onde a pris du retard au niveau du microphone 2 par rapport au microphone 1, que ce retard c'est une période du coup, et ça implique quoi au niveau du déplacement? Que la distance qui sépare le micro 1 du micro 2, c'est une longueur d'onde. Et pareil, si on recule de nouveau, maintenant on a un retard de 2 périodes, et la distance d qui est pareil ici sera donc égale à 2 longueurs d'onde, et ainsi de suite. Donc reprenons toutes ces notions, je rappelle la définition, il y en a deux possibles. La longueur d'onde est égale à la distance dont le phénomène a avancé pendant une période temporelle t. Alors le phénomène bien sûr c'est l'onde. C'est aussi la distance qui sépare deux points consécutifs en phase. Il existe donc une relation mathématique entre la longueur d'onde, la vitesse et la période. Cette relation est classique, une distance égale une vitesse fois temps. Sauf qu'ici, cette distance est la longueur d'onde en mètres, la vitesse en mètres par seconde et la période en secondes. On peut aussi, dans certains documents, avoir la notion de fréquence qui apparaît. Dans ce cas-là, la relation devient lambda est égal à V sur F, avec F en Hertz. Donc cette relation est à connaître par cœur, ainsi que ses unités. Deux points vibrent en phase, ils sont séparés par un nombre entier de longueurs d'onde. Et remarque que j'ai déjà fait en cours, mais j'insiste beaucoup, parce que ça crée des confusions. Vous serez amené à traiter deux types de graphiques. Des graphiques ou des photos où vous aurez la distance qui sera en abscisse ou qui apparaîtra sans forcément que ce soit bien écrit. Dans ces cas-là, sur ces documents, vous pourrez mesurer la longueur d'onde et seulement la longueur d'onde. Si on vous donne des documents pour lesquels vous avez, ou des graphiques pour lesquels vous avez le temps en abscisse, sur ces documents, vous pourrez mesurer la période de l'onde. Donc méfiez-vous, regardez bien et soyez rigoureux par rapport à tout ça.
Nous allons maintenant étudier plus spécifiquement les sons musicaux. Premier cas. Donc on a un signal sonore sinusoïdal. Ce signal sinusoïdal, en physique, c'est un son pur. Lorsqu'on étudie son spectre en fréquence, on retrouve ici un seul pic. Alors, comment lire ceci? On repère assez facilement sur ce signal le motif élémentaire. On peut donc mesurer la durée de ce motif qui correspond à la période. Et si on applique la formule classique f égale à 1 sur t, on va retrouver la fréquence f1. Le nouveau signal que j'ai obtenu est un son complexe. Alors qu'est-ce qu'un son complexe? C'est un son périodique. On peut en effet ici repérer un motif élémentaire de ce maximum-là à ce maximum-là. Ce son possède donc une période qu'on peut mesurer ici, et donc une fréquence. Cette fréquence, on calcule en faisant f égale à 1 sur t. Alors, comment j'ai obtenu ce son complexe? Je suis parti du son pur, c'est-à-dire le son sinusoïdal, et je lui ai rajouté des harmoniques. On voit à ce moment-là que la forme du motif élémentaire change, mais que la période du signal, elle, ne change pas. Donc ce son complexe a la même fréquence que le son pur que vous avez pu voir précédemment. Quelle différence il y a? Ce son complexe possède un fondamental, la fréquence f1. Ce fondamental, appelé aussi la hauteur du son, correspond à la fréquence de ce signal. Il possède aussi des harmoniques, F2, F3, etc. Ces harmoniques sont des multiples entiers de la fréquence du fondamental. Ici, par exemple, F2 vaut 2 fois F1. F3 vaut 3 fois F1. Et ainsi de suite. Si on reprend les choses, donc voici un son pur. Son spectre en fréquence ne présente qu'un seul pic. Ce pic, c'est le fondamental. Voici un son complexe. La forme du motif élémentaire ne correspond plus à un signal sinusoïdal. Donc ce son pur présente dans son spectre en fréquence le fondamental et plusieurs harmoniques. Les harmoniques ayant donc une fréquence multiple entier de la fréquence du fondamental. On peut dire aussi que ces deux sons ont la même hauteur, car la fréquence de leur fondamental sont identiques. Donc la hauteur, c'est la fréquence du fondamental. On parle aussi du timbre d'un son. Le timbre d'un son dépend du nombre et de l'amplitude des harmoniques. Donc on peut aussi dire que le timbre d'un son est associé à la forme du motif élémentaire. Deux sons de même hauteur qui ont des motifs élémentaires de formes différentes ont des timbres différents. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs avec les instruments de musique. Un La effectué avec une guitare à la même hauteur qu'un La effectué avec un piano par exemple, mais ces deux sons auront des timbres différents parce que les deux instruments ne vont pas émettre cette même note
avec des harmoniques identiques. Le son, c'est aussi parfois du bruit, et ce bruit peut être dérangeant, voire être dangereux pour nos oreilles. On établit ici une échelle en décibels. Cette échelle en décibels correspond à ce qu'on appelle le niveau d'intensité sonore, dont le symbole est un L majuscule. On a quelques exemples. Dans un jardin calme, on est à 20 décibels et le son d'un marteau-piqueur à 2 mètres est à 100 décibels. L'autre grandeur à connaître, c'est ce qu'on appelle l'intensité sonore. C'est l'énergie transportée par une onde sonore par unité de temps et de surface. Dans cette unité, c'est le watt par mètre carré. Les intensités sonores, si on les mesurait pour le jardin calme et pour le marteau-piqueur, sont à des niveaux très différents. On utilise le niveau sonore pour passer à une échelle dite logarithmique, pour atténuer les différences entre les différentes intensités sonores. Alors comment on passe du niveau sonore L à l'intensité sonore I, comment c'est relié? Cette relation, L est égale à 10 fois logarithme décimal de I sur I0. I0, donc, c'est l'intensité sonore de référence, qui vaut 10-12 watts par mètre carré, qui sera toujours donnée en exercice. Par contre, la relation ici en gras est à connaître par cœur. La relation qui lie L à I est assez complexe, donc il faut apprendre à l'utiliser. Alors, c'est vrai que si on vous donne I et I0, le calcul de L est assez simple, il suffit juste d'utiliser la touche log de la calculatrice. Par contre, si on vous donne L et que vous devez calculer I, ça se complique. Alors, comment fait-on pour exprimer I en fonction de L? Première étape, on isole le log. Donc on a L sur 10 qui vaut log de I sur I0. Et on va appliquer la fonction inverse de la fonction log, qui est la fonction 10 puissance. Je vais appliquer la fonction 10 puissance à gauche et à droite. Donc à gauche, je me retrouve avec 10 puissance L sur 10. À droite, 10 puissance log de I sur I0. Mais 10 puissance de log, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc on retombe sur I sur I0, ce qui fait que I est égal à I0 fois 10 puissance L sur 10. Autre remarque, si on vous dit qu'on a deux bruits de niveau sonore, L1 et L2, et qu'on cherche le niveau sonore global de ces deux bruits, on ne peut pas additionner L1 et L2. Donc on n'aura pas L3 égal à L1 et plus L2. Petite erreur ici, plus L2. Donc, il faut passer par les intensités sonores qui, elles, s'ajoutent. Si on a un bruit d'intensité sonore I1 et l'autre d'intensité sonore I2, on aura I3 égale à I1 plus I2. L'étape 1 consiste d'abord à calculer L1, puis à calculer L2. Calculer I1 et calculer I2, comme on l'a fait précédemment dans la première démonstration. L3 va être égal à 10 log de I3 sur I0, I3 étant égal à I1 plus I2. Il y a certains cas où ce calcul se simplifie. Exemple, on a deux personnes qui jouent la trompette. La trompette 1 à niveau sonore I1, la trompette 2 à niveau sonore I2 qui vaut I1. Donc dans ce cas-là, on aura bien I1 qui est égal à I2. Et I3 qui sera égal à I1 plus I2. Donc,
2i1. Donc L3 serait bien égal à 10 log de 2i1 sur i0. Et là, on peut décomposer. Pourquoi? Parce que log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Si le a, c'est le 2 et le b, c'est i1 sur i0, on peut décomposer en deux parties. J'ai corrigé l'erreur qu'il y avait. Donc on aura, première partie, 10 log de i1 sur i0. Donc ça, ce serait le petit b, plus 10 log de 2. Alors 10 log de 2, on le calcule, ça fait 3. Et finalement, 10 log de i1 sur i0, ça correspond, si on prend la définition du niveau sonore, ça correspond à L1. Donc, L3 vaut L1 plus 3. Je n'ai pas eu besoin de calculer I1 et I2 pour calculer L3. Alors, on voit aussi, ça c'est important à comprendre, que si le niveau sonore est doublé, si l'intensité sonore est doublée, le niveau sonore augmente de 3 décibels. Donc c'est pour ça que vous devez faire attention par la suite, lorsque vous allez acheter des appareils ménagers par exemple, pour votre futur appartement ou maison. 3 décibels de plus, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de bruit. Donc c'est pas négligeable. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez compris les notions de ce chapitre.